Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la tendance et les enjeux de marché à la mi-journée avant la grande édition du soir à 17h. 1 heure pour revenir sur la séance du jour et les enjeux qui agitent les marchés financiers. Au sommaire de cette édition, nous commencerons donc à la mi-journée par les PMI dans les secteurs des services au sein de la zone euro qui témoignent de réalités différentes et de réactions différentes dans les grandes économies de la zone euro face au conflit sur le sol ukrainien. La France et l'Allemagne ont vu l'activité dans le secteur des services progresser au mois de mars, tandis que l'Espagne ou l'Italie ont vu cette même activité freiner fortement en lien avec les incertitudes liées à la guerre en Ukraine. Au global, l'indice PMI IHS S&P Global ressort presque stable pour la zone euro. Donc en ce qui concerne le secteur des services, il passe de 55,6 points en février à 55,5 points au mois de mars. On regarde également le Royaume-Uni rapidement où l'activité dans le secteur des services progresse également pour atteindre son plus haut niveau depuis près d'un an. Nous commenterons ces chiffres avec nos invités dans un instant et vous en aurez également le résumé complet dans quelques minutes. Les taux obligataires sont également suivis de près de part et d'autre de l'Atlantique alors que les indices d'une inversion de la courbe de taux sont de plus en plus présents aux États-Unis et que la pontification s'accentue en Europe. Nous voyons notamment l'OAT à 10 ans en France osciller autour des 1,06%, des niveaux que l'obligation d'État n'avait pas connus depuis 2015. Du côté du Bund allemand, celui-ci se détend un peu et revient lui aux alentours des 0,53% à la mi-journée. Et enfin, nous commenterons évidemment la tendance des indices européens dans un contexte de potentielles nouvelles sanctions à venir vis-à-vis de la Russie à la suite de la découverte d'images témoignant d'exactions sur des civils attribués à l'armée russe. Au-delà du drame humain évident, nous tenterons de comprendre quel impact un nouveau paquet de sanctions occidentales à la Russie peut avoir sur les économies occidentales et donc par effet de ricochet sur les marchés financiers, mais surtout de quelle marge de manœuvre dispose réellement l'Europe pour faire appliquer ces nouvelles sanctions. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti. Et nous commençons comme d'habitude cette émission avec un résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. L'hésitation demeure, bien que la tendance soit plutôt au rouge à la mi-journée. Globalement, les places européennes limitent les initiatives. L'indice parisien oscille entre une bourse new-yorkaise qui progressait hier, portée entre autres par les valeurs technologiques d'une part, et la poursuite du rebond des cours du pétrole d'autre part. Le baril de Brent progresse par ricochet, Total Energy aussi. Les États-Unis et l'Union européenne sont sur le point d'adopter de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou suite aux accusations de massacre dans la ville de Boutcha au nord-ouest de Kiev. On relève que Washington accentue la pression sur Moscou et empêche désormais la Russie d'honorer ses paiements sur sa dette à partir de ses comptes en dollars situés aux États-Unis et oblige ainsi Moscou à choisir entre payer ses dettes ou soutenir son effort de guerre. Pour rappel, les ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne devraient se réunir demain. On retient aussi qu'à cet effet et pour la première fois depuis le début du conflit, Volodymyr Zelensky va prendre la parole aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Moscou, qui nie être responsable de ces massacres, a pour sa part annoncé que sera présentée au Conseil de sécurité les preuves que l'armée russe n'est pas impliquée. Sur le plan des indicateurs, on relève que pour la zone euro au mois de mars, l'indice PMI de S&P Global a baissé à 54,9. Si la croissance des entreprises s'y est trouvée stimulée par la réouverture des économies, la flambée des coûts de l'énergie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie sont autant de facteurs qui menacent la reprise. S'agissant des valeurs à suivre, Dassault Systèmes grimpe, idem pour Thales. Et puis les valeurs bancaires reculent. L'indice européen Stoxx 600 associé connaît la plus forte baisse sectorielle. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en net repli. Et puis du vert pour Casino, le groupe de distribution a cédé le solde de sa participation dans l'exploitant de centres commerciaux Mercialise, soit 10,3% du capital pour 87 millions d'euros. Voilà, donc tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. On regarde quand même la tendance sur le CAC 40 à la mi-journée. Le CAC 40 qui perd 1,60%, qui évolue dans le rouge, donc à 6623 points.
Et c'est parti donc pour cette édition de Smart Bourse à la mi-journée où on va essayer de comprendre effectivement quel est le contexte économique, mais aussi politique et évidemment de marché sur le sol européen. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés par téléphone par Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour Juliette Cohen. Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone pour nous accompagner aujourd'hui dans Smart Bourse. Alors, on va commencer par l'actualité. Les indices PMI publiés ce matin dans le secteur des services qui montrent une activité qui se maintient dans une partie de la zone euro, notamment en France et en Allemagne, alors que la situation est beaucoup plus délicate, que ce soit dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie. En dehors de l'Union européenne et de la zone euro, on voit aussi que le secteur des services au Royaume-Uni s'en tire bien. Comment est-ce que vous analysez ces chiffres, Juliette Cohen ? Alors c'est vrai qu'on le voyait aussi dans les enquêtes nationales la semaine dernière ou l'enquête de la Commission européenne, il y a une vraie divergence entre l'industrie où l'activité ralentit assez nettement parce que c'est le secteur qui est le plus fortement touché par les difficultés d'approvisionnement et puis aussi par la hausse des coûts de l'énergie et des prix des intrants. Et en revanche, on voit que le secteur des services voit son activité se stabiliser, voire progresser dans certains pays. Vous évoquiez la France notamment, parce qu'on a allégé les contraintes sanitaires et donc on a un rebond de la consommation de services. Alors après, quand on regarde les enquêtes un peu plus en détail, on voit que quand même les entreprises sont un peu plus pessimistes sur les perspectives, notamment dans le secteur industriel. Et les enquêtes montrent toutes des difficultés d'approvisionnement qui se sont renforcées au mois de mars, alors qu'on avait eu plutôt une tendance à l'amélioration en début d'année. Et puis on voit des composantes prix, que ce soit les prix des intrants ou les anticipations de prix de vente qui augmentent très, très fortement. Alors Juliette Cohen, justement, c'est intéressant comme analyse ce que vous nous proposez parce qu'on a l'impression effectivement qu'il y a deux facteurs exogènes qui ont deux impacts différents sur deux catégories de l'économie en zone euro. C'est que du côté de l'industrie, en fait, il faut essayer de comprendre l'évolution de l'activité en lien avec la guerre donc sur le sol ukrainien et donc l'impact que cela peut avoir sur les prix de l'énergie mais également des matières premières. Alors que du côté des services, effectivement, il faut regarder cette réalité-là, mais il faut aussi regarder du côté de la pandémie et de la réouverture des économies pour le coup. Oui, tout à fait. Dans un premier temps, c'est là qu'est la clé. Alors après, il est sûr que si le conflit ukrainien dure et que la confiance des ménages vient à être durablement entamée, on aura aussi un impact fort sur les services. Alors ça, c'est pour les indices PMI. Juliette Cohen, je vous propose de rester en zone euro ou sur le sol européen. En tout cas, on a vu des images, effectivement, dans la banlieue de Kiev, à Boutcha, ce week-end, qui ont fait réagir les différents responsables politiques européens qui appellent à de nouvelles sanctions, à un nouveau paquet de sanctions vis-à-vis de la Russie. Alors, on sent effectivement que, comme pour le premier paquet de sanctions qui était déjà massif, les États-Unis et l'Union européenne réfléchissent à se coordonner. Moi, j'ai envie de vous poser la question sur le sujet Union européenne, parce que il y a le sujet du paiement en dollars qui est brandi par les États-Unis, mais dans cette histoire-là, l'Europe est en première ligne vis-à-vis des sanctions. Est-ce qu'on peut et on voit notamment par exemple le président français Emmanuel Macron qui envisage des actions sans les définir encore précisément sur le pétrole et le charbon. On voit que le sujet du gaz est laissé de côté puisqu'il y a des dissensions sur le sujet au sein de l'Union européenne. Une question simple, c'est que peut faire l'Europe et que peut-elle réellement se permettre alors même qu'elle est dépendante énergétiquement de la Russie ? C'est sûr que c'est une situation très compliquée pour l'Europe et on voit qu'on a du mal à faire émerger un consensus sur un nouveau paquet de sanctions un peu significatives contre la Russie. Il y a eu un appel pour mettre en place un embargo sur certains combustibles fossiles. Vous évoquiez le pétrole et le charbon. Et les choses sont peut-être en train d'évoluer du côté allemand, le pays qui serait le plus impacté par ces mesures, puisque ce qui est intéressant, c'est de voir que maintenant, dans l'opinion publique allemande, il y a une majorité qui se dégage assez nettement, quasiment 70% d'opinion favorable, pour qu'il y ait des embargos sur certains combustibles fossiles.
Et donc peut-être qu'il y a une pression accrue sur le gouvernement allemand à ce sujet-là. Il faut savoir aussi que le gouvernement allemand a évoqué la possibilité de se passer du charbon russe à compter de cet été, donc ils sont en train d'avancer sur le sujet. Pour le pétrole, ils estiment que ça prendra plus de temps, qu'ils pourraient arriver à faire 100 à compter de la fin d'année 2022. Donc il y a peut-être des choses qui vont avancer sur ce point-là cette semaine. Alors ça, c'est effectivement, vous l'évoquiez, il y a effectivement la prise en compte des opinions publiques, il y a le sujet des valeurs, il y a le sujet de la réaction politique. Moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est la question économique derrière. Quel impact sur l'Union européenne de nouvelles sanctions visant, alors effectivement, priver la Russie d'un revenu de vente d'énergie, mais du coup priver l'Union européenne d'énergie pour alimenter ses économies. Est-ce qu'on est capable de chiffrer, d'anticiper, alors effectivement l'impact de sanctions qui n'ont pas encore été évoquées, mais qui arrive effectivement après qui arrive comme un deuxième paquet de sanctions? Alors pour l'instant, on estime que la guerre en Ukraine, ça coûte à peu près 1% de croissance à l'Union européenne, avec évidemment des écarts selon les pays. Et le groupe des experts qui conseille le gouvernement allemand, évoquait le risque d'une récession pour l'Allemagne si jamais il y avait un embargo total sur l'énergie en provenance de Russie. Donc il y a vraiment ce risque qui pèse sur l'économie allemande. Alors il serait évidemment moins fort si le gaz était hors paquet de sanctions, mais il y aurait quand même un ralentissement très très fort de la croissance qui pourrait avoir lieu pour l'Allemagne et probablement pour l'ensemble de l'Union européenne. Alors une dernière question sur ces sanctions à venir. Effectivement, je vous pose des questions sur des annonces qui n'ont pas encore été faites, mais ça pose pas mal de questions effectivement sur la position de l'Allemagne. Donc vous nous avez effectivement évoqué la position de l'opinion publique allemande sur le sujet. On peut se poser la question de l'unité finalement de l'Europe face à ces sanctions, puisqu'il y a effectivement, je le disais, la réponse des valeurs, la réponse politique et la réalité économique de chaque pays de l'Union européenne. Est-ce que plus de sanctions peuvent mettre en péril l'unité de l'Union européenne à ce stade vis-à-vis de la réponse à la Russie ou on n'en est pas encore là ? Il me semble qu'on n'en est pas encore là et que pour l'instant on a plutôt eu des bonnes surprises avec quand même des réactions qui ont été relativement rapides et assez concertées. Donc il faut espérer que cette unité va perdurer dans le nouveau volet de sanctions qui est à venir. Alors donc effectivement, Juliette Cohen, on aborde le sujet des sanctions actuelles. Ça nous donne également une vision un petit peu de la situation sur le sol européen. Alors évidemment sur le sol ukrainien, mais des discussions qui peuvent avoir lieu au niveau européen. Je voudrais évoquer avec vous le rôle, la décision, le sujet Banque Centrale Européenne, la BCE qui se réunit la semaine prochaine, qui doit prendre ou non des décisions, mais ne pas prendre de décision ou ne pas annoncer de changement, c'est également prendre une décision vis-à-vis de sa politique monétaire donc de soutien durant la pandémie. La question, c'est de savoir si on va avoir affaire ou non à une remontée des taux en lien avec une inflation qui continue à filer sur le sol européen, plus 7,5% en annuel au mois de mars, donc en zone euro. Est-ce que c'est de nature, selon vous, à changer la politique monétaire de la BCE à court terme ? Alors à court terme, il me semble pas, parce que la BCE a installé une séquence en mars. Elle a déjà changé un peu de ton par rapport à ce qu'elle avait préannoncé en décembre. Donc dans la séquence de mars, la fin des achats d'actifs doit intervenir au troisième trimestre 2022, sauf détérioration des perspectives et baisse significative des anticipations d'inflation. Et puis la hausse des taux doit intervenir quelque temps après. Donc dans la séquence telle qu'annoncée, ça laisse la possibilité d'une ou deux hausses de taux en fin d'année. Et les discours des membres du directoire de la BCE insiste beaucoup sur le fait que l'action sera en fonction des données. Et il nous semble qu'à ce stade, on n'a pas assez d'éléments nouveaux pour une accélération du calendrier de la BCE. Il va y avoir des choses importantes. C'est fin avril, on va avoir la première estimation du PIB européen pour le premier trimestre et ça va permettre d'avoir
première idée de l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie européenne. Et puis on va avoir aussi d'autres chiffres d'inflation qui vont intégrer certaines des mesures budgétaires qui ont été prises pour aider les ménages et les entreprises. Donc pour nous, c'est probablement le comité de juin qui sera décisif. Et puis c'est aussi le comité où les équipes de la BCE vont revoir leurs anticipations de croissance et d'inflation. Alors, le comité de juin sera décisif, effectivement, on l'a bien compris. Pour autant, est-ce que l'exercice de communication de Christine Lagarde la semaine prochaine va s'avérer plus ardu avec une inflation à 7,5%, donc au mois de mars en annuel, ou là encore, ça fait partie du scénario déjà annoncé lors de la dernière réunion de politique monétaire ? Il nous semble que ça fait partie du scénario déjà annoncé. Certes, les données d'inflation accélèrent fortement. Après, du côté de l'inflation sous-jacente, on voit quand même qu'il y a une progression. On est à 3% sur le mois de mars, mais que ça se fait à un rythme plus modéré, et ça va dans le scénario de la BCE qu'on est face à un choc d'offres avec une hausse de l'inflation qui est accélérée par la guerre en Ukraine, et qu'on a des baisses des perspectives de croissance, et que il faut donc faire cette normalisation, mais à un rythme relativement prudent. Alors une dernière question, Juliette Cohen, sur l'impact sur les marchés financiers. Donc on est au tout début du second trimestre 2022 actuellement. On a vu un premier trimestre 2022 donc avec des indices européens qui ont clôturé en baisse, mais avec des baisses somme toute assez modérées, notamment pour le CAC 40 qui a perdu entre 6 et 7%, 6,9% à la fin du premier trimestre. Deux questions rapides. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer que dans un contexte aussi incertain, les indices actions tiennent, et quel est votre scénario, vous, pour ce deuxième trimestre et cette année 2022 sur les indices actions ? Alors, pour l'instant, nous, on est relativement prudent pour le deuxième trimestre de l'année. On va vraiment s'intéresser à cette saison des résultats du premier trimestre qui débute, pour commencer à juger de l'impact du conflit ukrainien et de la hausse de l'inflation sur l'activité des entreprises et sur les marges. Donc ça va vraiment être important. On a évidemment un risque sur les marges avec ce ralentissement de la croissance qu'on anticipe pour la fin de l'année, et puis des prix des matières premières qui vont rester élevés. Donc nous on est, donc je vous le disais, relativement prudent, et on ne voit une hausse des marchés actions un peu durable que dans un scénario où l'on aurait un conflit en Ukraine qui ne durait pas trop, et où l'on réussirait à échapper à un resserrement monétaire précipité. Et puis, évidemment, on voit qu'il y a des divergences très fortes entre secteurs. Et là aussi, on a pris déjà en début d'année, on va continuer à le faire, des positions sectorielles assez différenciées, puisqu'on voit que tout le monde n'est pas impacté de la même manière par l'évolution de la conjoncture. Merci beaucoup Juliette Cohen. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez CPR Asset Management. Merci d'avoir partagé avec nous votre expertise dans Smart Bourse. Et nous continuons dans Smart Bourse à commenter l'actualité des marchés financiers, mais donc du coup évidemment l'actualité économique et politique. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir en duplex cette fois-ci dans Smart Bourse Samy Char, chef économiste de Lombard-Odier. Bonjour Samy Char. Bonjour Nicolas. Alors on va continuer à commenter avec vous l'actualité du moment en matière de marché financier et donc d'économie. On a évoqué rapidement dans la première partie de Smart Bourse la situation des banques centrales. Je voudrais peut-être revenir avec vous sur la situation de la BCE avant d'évoquer la Fed. La BCE qui doit faire face à un contexte inédit sur le sol européen actuellement, une guerre du coup sur le sol ukrainien qui a des impacts donc sur la hausse des prix des matières premières et des prix de l'énergie. On voit une inflation qui continue à filer, plus 5,5% sur un an au mois de mars. Est-ce que, selon vous, c'est de nature à remettre en cause les décisions de la BCE à court terme, ou est-ce qu'on reste dans une séquence comme celle qui avait été initiée au mois de mars ?
Bien, la BCE est dans une situation un peu différente de la Réserve fédérale américaine. Déjà, la BCE fait face à une inflation qui s'explique beaucoup plus par des facteurs d'énergie et de biens alimentaires. Aux États-Unis, l'inflation est beaucoup plus large. Elle s'explique par d'autres facteurs, les services, les biens. Donc en Europe, c'est vraiment lié à ce choc de prix. Ça veut dire qu'encore une fois, l'inflation est peut-être moins généralisée. Et l'autre élément pour la BCE, c'est qu'évidemment, il y a une guerre au milieu de l'Europe et donc il y a une incertitude qui est beaucoup plus proche et qui peut impacter bien plus grandement la réalité de la demande et de la croissance en zone euro par rapport aux États-Unis. Donc évidemment, la situation est plus inconfortable, moins déterminée. Elle a d'un côté une incertitude par rapport à la croissance, de l'autre côté un choc de prix, mais vraiment concentré sur l'énergie et l'alimentaire. Donc il semble que ce qu'elle a mis en place en mars tient toujours, une espèce de vigilance. Et effectivement, le message est assez récent. Ils vont arrêter les achats d'actifs probablement en septembre, monter les taux en décembre, mais il y a une vraie fenêtre aujourd'hui pour sortir des taux négatifs. Et en raison de l'incertitude, il n'y a pas forcément de raison d'accélérer la normalisation monétaire à ce stade. C'est ça, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que au niveau de la BCE, on est face à un choc d'offres essentiellement, mais contrairement à l'économie américaine, on est moins sur un choc de demande qui vient justifier effectivement d'utiliser le mécanisme de hausse de taux pour enrayer l'inflation. Alors justement, je vous propose d'évoquer la situation de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, qui donc a initié, elle, c'est sa première hausse de taux de 25 points de base. Maintenant, on évoque plutôt des hausses de taux de 50 points de base à venir. Alors, est-ce que ça réduira le nombre de fois où où il y aura des hausses de taux dans l'année ou non? Pour l'instant, on a l'air de penser que oui. Est-ce que ça évoluera ou non? On le saura au cours de l'année. On a eu les chiffres de l'emploi vendredi aux États-Unis qui montrent une solidité finalement du marché de l'emploi avec un taux de chômage au plus bas depuis 2 ans. Est-ce que là, finalement, ça vient valider le scénario engagé par la Fed? Ah oui, complètement. Le rapport de l'emploi était solide à tout point de vue, les créations d'emplois, la participation, même les facteurs sous-jacents, hein, l'emploi des populations blanches versus des populations afro-américaines, tout allait dans le bon sens. Et évidemment, le point le plus saillant, c'était la hausse des revenus. On a en plus cette espèce de dynamique prix-salaire qui se met en place. Certes, la croissance des salaires ne compense pas complètement l'inflation qui est plus élevée, mais enfin, on voit quand même des éléments qui vont conforter la Réserve fédérale américaine dans un resserrement rapide. Et évidemment, Jérôme Powell et ses collègues ont ouvert la voie à des hausses de taux de 50 points de base et pas qu'une seule fois. Donc des hausses de taux de 0,5%. On va en voir, à notre avis, dès mai, probablement suivi de juin. Donc on sent qu'on est dans quelque chose quand même de très très rapide et qui risque d'avoir un impact au bout d'un moment. Alors un mot, Samy Char, sur l'actualité, notamment les potentielles nouvelles sanctions de l'Union européenne et des États-Unis vis-à-vis de la Russie. Alors je vous pose la question sur les deux continents, même si les réalités sont différentes, d'un côté en Europe et de l'autre aux États-Unis. Est-ce que des nouvelles sanctions seraient de mesure à remettre en question les scénarios économiques que vous aviez pour cette année 2022 ? Alors, on a déjà revu nos perspectives. On était rentré dans cette année 2022 avec un scénario relativement constructif. Pour nous, notre interprétation, c'était qu'on était dans un boom post-pandémie, avec une reprise très très forte, certes une reprise inflationniste, mais dans un contexte quand même de croissance extrêmement solide, extrêmement favorable. Donc on avait un scénario qui était plutôt porteur. Là-dessus, on a évidemment cette crise géopolitique, cette guerre au milieu de l'Europe, qui vient quand même détériorer significativement les perspectives, puisque à quelque part, ce boom de prospérité post-pandémique dans lequel on était, on a un choc de prix qui vient se rajouter, pas uniquement sur l'énergie, sur les matières premières au sens large, vous l'avez mentionné, et en plus, on a une réserve fédérale américaine qui va plutôt accélérer son resserrement de taux. Donc ça fait quand même deux vents contraires assez significatifs pour les trimestres à venir, lorsqu'on réfléchit à la demande, un choc de prix d'un côté et une réserve fédérale américaine qui monte les taux de manière agressive, ça fait quand même beaucoup. Donc effectivement, des perspectives qui se font un tout petit peu plus contenues
par rapport à la manière dont on est rentré dans cette année 2022. Et alors du coup, est-ce que côté entreprise, selon vous, alors on a déjà vu dans certains pays d'Europe des profit warnings d'un certain nombre d'entreprises, des dirigeants d'entreprises qui disent face à la hausse des prix des matières premières, ça va commencer à devenir compliqué pour notre activité. On va peut-être se trouver dans des situations de récession, effectivement. Alors effectivement, il y a même des scénarios qui montrent cela, notamment pour l'Allemagne, si jamais celle-ci devait venir à être coupée du gaz russe. Est-ce qu'on doit s'attendre, selon vous, à des profit warnings à venir à partir du second trimestre, que ce soit sur le sol européen ou même aux États-Unis, qui sont plus loin géographiquement, peut-être qui ont l'impression d'effectivement d'être plus loin du conflit, mais qui effectivement souffrent eux aussi de la hausse du prix des matières premières? Oui, vous avez raison. Alors, parler de récession en 2022, c'est peut-être un peu prématuré parce qu'on bénéficie d'un réservoir de croissance, d'un coussin de sécurité qui vient de cette reprise post-pandémie. Par contre, la question est peut-être ouverte pour 2023 et 2024. Mais en 2022, même si on évite la récession, on n'évitera pas le choc de prix et l'impact que ça va avoir sur la demande. Donc on est dans une détérioration du mix croissance-inflation, moins de croissance, plus d'inflation. Et si on s'attendait à une croissance mondiale entre 3,5 et 4%, cette croissance mondiale va probablement davantage être entre 3 et 3,5. Ça veut dire qu'une croissance bénéficiaire de plus de 10% va devenir une croissance bénéficiaire probablement entre 2, 3, 4%. Donc on voit quand même un ralentissement très très significatif des facteurs de demande, de la croissance des profits. Et donc évidemment, on va avoir des entreprises qui vont émettre ce genre de warning. La situation, bien sûr, est moins favorable. On a un effet demande important, on a un effet top line qui va être là. Et donc on va avoir une croissance bénéficiaire qui va largement être divisée par 3 par rapport à ce qui était attendu en début d'année 2022. Alors on voit justement sur la hausse des prix de l'énergie, la flambée des prix de l'énergie, si on fait un focus sur le pétrole. Les États-Unis ont pris la décision d'ouvrir des réserves stratégiques donc pour les mettre sur le marché. 1 million de barils par jour à partir du mois de mai et ce durant 6 mois. Est-ce que cela peut avoir un impact significatif sur la hausse du prix du pétrole? Effectivement, on l'a vu chuter de 13% en fin de semaine dernière. On le voit déjà repartir à la hausse aujourd'hui. Est-ce que ça peut avoir un impact significatif sur le marché, Samy Char? Alors, pris individuellement, non. Mais collectivement, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent effectivement faire en sorte que l'appréciation du prix du pétrole soit modérée. C'est bien sûr ce que le Golfe, donc je pense surtout aux Émirats et à l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter en termes de réserves supplémentaires. On a bien sûr des discussions qui sont en cours avec le Venezuela d'un côté et avec l'Iran de l'autre. On a évidemment la production américaine, la production de gaz de schiste, de pétrole de schiste qui augmente. Donc tous ces éléments mis ensemble peuvent effectivement aider à faire en sorte que le prix du pétrole ne dépasse pas les 120, les 130 de manière durable. Du côté de la demande, on va aussi avoir une forme de destruction qui va se mettre en place et moins de consommation du côté chinois, puisqu'on voit que la Chine ralentit très fort avec cette vague Covid. Donc on sent qu'on peut être dans un équilibre de prix autour de 110, 120 et éviter les 150 et au-dessus. Mais enfin, on était rentré dans cette année avec l'idée que le prix du pétrole se comporterait entre $70 le baril et $80 le baril. Donc on est quand même dans un environnement où le prix du pétrole, malgré ses réserves, malgré ce que l'OPEP peut faire, un prix du pétrole moyen qui est quand même bien supérieur à la situation avant invasion. Merci beaucoup Samy Char d'avoir partagé votre expertise avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes chef économiste de Lombardier. Merci à vous également de nous avoir suivis donc à la mi-journée dans Smart Bourse et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.